Chers amis, bonjour. Nous allons profiter encore de ces belles journées d'octobre pour pouvoir faire quelques vidéos avec un peu de luminosité. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une cynophilie un petit peu différente que ce que je vous propose d'habitude sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas évoquer des chiens de compétition célèbres ou des grandes rencontres de jadis, mais nous allons parler d'un dossier assez brûlant sur la catégorisation ou alors l'éventuelle catégorisation du berger belge malinois. En effet, vous avez été nombreux à me questionner et jusqu'à aller me poster quelques messages sur ma page Facebook. À titre personnel, je n'ai pas vu de circulaire ou je ne suis pas au courant d'une éventuelle catégorisation d'une race bergère quelle qu'elle soit. D'ailleurs, ça serait assez étonnant de cibler le berger belge malinois. Pourquoi pas le berger allemand ou le berger belge dans sa globalité? Pourquoi le malinois? Parce que il serait issu de lignées de travail et donc ça poserait quelques problèmes au niveau des naissances et des propriétaires et des futurs acquéreurs de ces lignées. Donc on va essayer de voir ça tous ensemble pour bien comprendre les choses. Il faut donc dès le départ bien expliquer les choses parce que j'entends parler d'une pseudo-catégorisation depuis 1998, la fameuse loi qui avait encadré la catégorisation des molosses. Par la suite, on avait entendu parler que les chiens de travail, surtout les chiens qui pratiquaient des disciplines de mordant, allaient subir ce type de catégorisation. Bon, jusqu'à présent, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors pour revenir à notre question, qu'est-ce qu'un malinois de lignée travail et pourquoi ce chien serait-il plus catégorisable qu'un autre? Je ne sais pas. À l'époque où j'élevais, il y avait deux catégories. Il y avait deux styles en fait. Il y avait les gens qui avaient des bergers belges et qui pratiquaient des expositions canines, et il y avait des cynophiles qui pratiquaient des disciplines sportives. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Je n'ai jamais trop compris cette guéguerre stupide et qui n'a aucun intérêt entre les uns et les autres. Moi, personnellement, j'ai fait des expositions canines et j'ai fait des compétitions canines. Donc voilà, et puis je ne suis pas le seul dans ce cas. Les dimanches matins à la nationale d'élevage, avec notre présidente et Mario Pessel, on passe très souvent en revue les chiens de travail et il y en a de plus en plus. Et dans les quatre variétés. Enfin, la quinoa un peu moins, mais il y en a dans les quatre variétés. Puis petit à petit s'est glissé un troisième style, on va dire plutôt un genre, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas spécialement des cynophiles, qui achetaient un malinois de lignée de travail parce qu'ils étaient très stables caractériellement, alors qu'aujourd'hui on note une stabilité générale au niveau du caractère. Je le vois le vendredi après-midi sur l'Exo, on passe sur l'Exo, pardon, sur les TAN, on passe énormément de chiens de lignée exposition et on voit une très belle stabilité caractérielle. Personnellement, moi qui ai connu les, les Tervuren et les Groenendahl d'il y a plus de 40 ans, je suis étonné aujourd'hui de voir l'amélioration justement de ce type d'origine. Donc vous voyez, ça n'a pas un intérêt propre sur la stabilité. Nous, ce qu'on avait demandé, quand je dis nous, c'est-à-dire les utilisateurs, on avait demandé en 98 de faire très attention sur la signalétique des événements. C'est-à-dire que beaucoup de personnes étaient favorables au XO. Nous, dans le malinois de travail, on n'était pas du tout favorable au XO. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non pas que le XO soit comment dire, un problème en son nom, c'est-à-dire un test qui permet d'attribuer, d'attester que le chien est d'un caractère stable, qu'il est équilibré, etc. Nous avions déjà ça
si vous voulez, par la forme de nos disciplines. Le fait de travailler un chien de compétition avec des bonnes origines, donc certifié travail à la base, le rendait énormément stable. De cette stabilité débouché sur un équilibre. André Noël s'est longtemps exprimé sur ce sujet, et on n'avait pas besoin de quelque chose en plus. Parce qu'à amener une stabilité sur un équilibre qui devient hyper équilibré et hyper stable, ce n'est jamais quelque chose de bien. Il faut toujours conserver justement les deux pôles. Il faut des chiens avec du fond, avec du caractère et de la stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des chiens qui ont un hyper équilibre. C'est-à-dire que dans l'hyper équilibre, ils perdent les aptitudes premières de la race. C'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins gardiens, de moins en moins protecteurs. Ils pensent qu'à faire du sport et si vous voulez, ils pensent qu'à s'amuser. Donc la stabilité de ces lignées n'a fait qu'augmenter. Bilan des courses, les chiens de compétition, surtout de ring français ou de RCI, ce sont des chiens qui sont soumis à un dressage drastique parce qu'il est très mécanique et il est également, comment vous dire, c'est un dressage qui demande beaucoup de qualité intellectuelle chez le chien. Les Malinois, les champions malinois de disciplines comme le ring ou le RCI doivent réciter un parcours, mais plus que carré, quoi. Donc on leur en demande beaucoup. Vous ne trouverez pas ce genre de critères, par exemple, sur des chiens de lignée KNPV ou NVBK, qui sont beaucoup plus bruts de décoffrage. Voilà, juste pour vous situer quelque chose de compréhensif, pour que vous compreniez bien le noyau. Et si vous voulez, le fait d'accentuer encore ce programme de ring français avec un XO avant d'arriver, là on arrive sur des chiens qui ont des stabilités, c'est exceptionnel, quoi. Donc on ne peut pas demander ensuite à ce type de chien d'avoir des comportements qui étaient innés dans la race au départ.
Alors d'un chien avec un caractère affirmé et possédant des qualités intrinsèques exceptionnelles, on a amené ça petit à petit à un chien, je dirais pas de compagnie, il faut pas exagérer, mais un chien capable de faire du sport et être agréable en société, ce qui était très bien. Donc on n'avait pas besoin de plus que ça. Mais vous vous doutez bien que quand vous arrivez à obtenir un chien de ce niveau-là, vous allez fatalement trouver des gens que ça intéresse. Pas forcément des cynophiles, mais vous allez trouver des gens qui ont un copain qui pratique un sport et qui a un malinois. Et un jour, ils vont manger chez cette personne, ils voient le chien, ils disent il est sensationnel, j'en veux un aussi comme ça. Et de fil en aiguille, on se retrouve avec des gens qui vont posséder un malinois sans vraiment savoir et sans vraiment l'étudier. Ils pensent que le chien, il s'est réglé comme ça tout seul. Alors je le dis souvent qu'un malinois, ça s'achète pas, ça se mérite. Et vous allez le voir selon les futurs propriétaires. Alors je ne parle pas des cynophiles qui connaissent déjà la race, hein. Je vous parle de quelqu'un qui va prendre un malinois, son premier, hein. Alors vous allez avoir la personne, le premier responsable, très responsable, il va chercher une documentation, il va faire l'effort de se renseigner, il va aller chercher son chiot chez un bon éleveur, il va faire attention à tout ça, puis il va trouver un club, il va l'éduquer, il va progressivement travailler un peu avec et il va le comprendre. Donc là, pas de problème, on a affaire à un qui sait, futur cynophile. Le second cas, que je vais nommer le fataliste, lui, il va très vite comprendre que malgré l'intelligence de son chien, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup de patience. Alors, est-ce qu'il va arriver à formuler tout ça avec une vie de famille? Ça, c'est pas sûr. Et enfin, le troisième, celui qui va être débordé immédiatement. Alors, celui-là, je vous en parle même pas, hein, parce qu'il y en a malheureusement beaucoup. Ce qu'il faudrait demander à nos éleveurs aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à déceler le caractère, on va dire, déterminer la psychologie d'un futur acheteur. Vous comprenez bien que c'est très compliqué, même pour quelqu'un qui fait de son mieux. Moi, je discute souvent avec des éleveurs, ils pensent toujours avoir vendu le bon chien à la bonne personne. Alors, des fois, ils se trompent. Et puis, vous avez aussi de mauvais éleveurs parce que vous avez aussi des mauvais acheteurs. Donc, vous avez les deux cas qu'il faut absolument déterminer et par rapport à ça, faire établir un constat. J'insiste sur ce cas parce que j'ai des amis éleveurs, j'en connais beaucoup. Vous savez, dans ce métier, on se connaît pratiquement tous. Euh, je vois souvent des personnes, ou même souvent sur des écritures sur Facebook, sur des posts qui disent ah ben je pensais que c'était la bonne personne pour mon chien, pour ce chien, etc. Et ils se sont complètement trompés. Et puis au contraire, des fois ils avaient un petit doute et puis cette personne s'est avérée remarquable. Donc on n'est pas devin et malheureusement euh, le grand perdant de l'histoire, eh ben, c'est le Malinois. Alors pourquoi le Malinois est si populaire? Déjà, je vous ai donné des éléments de réponse tout à l'heure, mais euh, il faut comprendre plusieurs choses. C'est que déjà, c'est un chien pluriel. Le Malinois, vous en trouvez des grands, des petits, vous en trouvez des foncés et des clairs. Donc déjà, au niveau de son physique, il est déjà différent. Vous avez des lignées encore différentes selon les disciplines que vous pratiquez. Vous prenez un malinois d'origine hollandaise, un malinois d'origine belge et un malinois d'origine française, on va dire sur les trois disciplines phares du ring, vous trouvez déjà des types différents. Ensuite, par son caractère et son anatomie, vous allez le trouver dans le sport, évidemment, hein, puisque c'est
sa grande force, c'est le sport et l'utilisation. Vous allez le trouver comme chien guide aussi, chien de garde, chien acteur. Il y a beaucoup de Malinois dans les films et les séries. On en voit de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est un chien qui est très attachant. Il a une morphologie très séduisante. C'est un chien très photogénique. On arrive à faire beaucoup de choses avec des Malinois. André Noël a tourné beaucoup de films avec ces Malinois. C'est d'ailleurs lui qui est à la base de ça. On le retrouve aussi en travail pur, hein, donc armée, police. C'est un chien qui est capable de très grandes performances physiques et caractérielles. Donc c'est un chien qui est vraiment sollicité par nos administrations. Et puis en dernier cas, c'est quand même de toutes les variétés berger belge, c'est quand même lui qui sert de retrempe à tout, quoi, pour le caractère. Hein. Faut quand même pas oublier ce petit détail. Dès qu'il y a un petit manque de quelque chose dans une variété, hop, on va chercher un malinois, on se sert de ce malinois, tac, on l'intègre dans notre lignée, etc., etc. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le malinois est devenu le chien de référence de type berger, quoi. Alors voilà, quand on a commencé un petit peu à déblayer tout ça et à comprendre les systèmes, on se pose la question d'une catégorisation. Euh, Est-ce qu'il faudrait à ce moment-là limiter les naissances? Oui, mais comment? Voilà. Et puis alors, vous savez, au niveau de la catégorisation, il ne faut pas oublier une chose essentielle, c'est qu'il y a des gens pour. On est toujours parti du principe que la catégorisation c'était une mauvaise chose, mais il y a des cynophiles qui trouvent que c'est une bonne chose. Moi, je me rappelle avoir discuté avec des amateurs euh, du Rottweiler. Euh, vous aviez une caste qui était contre à fond, et puis il y en avait qui se sont dit on va voir, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, ils vous disent que c'est pas une si mauvaise chose que ça en fait. Hein. Et j'en ai longuement discuté avec des collègues du club et plusieurs personnes cynophiles, hein, des gens qui connaissent bien leur sujet, m'ont dit la même chose. Hein. Donc, si vous voulez, on ne peut pas trancher comme ça en disant oui, on est pour, oui, on est contre. Non, non, il faut bien sous-poser les choses, bien en parler, nous, au Club du Berger belge, prendre l'avis de tout le monde, hein, de tous les sociétaires. C'est important que chacun donne son avis. Et ensuite, parler tous ensemble, mais la même langue. Parce que sinon, on risque de déstructurer tout ça et on ferait plus de mal que de bien. Alors oui, l'Europe, c'est une très bonne question parce que imaginons qu'en France, d'un coup, nous subissons une catégorisation comme ça sur le malinois, donc fatalement, euh, euh, certains éleveurs français vont en vendre beaucoup moins, hein. C'est logique, ça va avec. Alors, nous en France, on aurait une interdiction de vente par rapport à des certaines personnes, tout ça. Il faudrait bien définir tout ça. Et puis, alors, en Belgique, en Hollande, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Hongrie, en Tchéquie, tout ça. Alors, eux, ils pourraient vendre les malinois comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Et puis, voilà, donc ça détruirait un marché chez nous. Après, il faut aussi savoir une chose très importante, c'est que quand on met en place un processus, si demain il y a un décret voilà, qui catégorise telle ou telle race, ça va être très difficile de faire machine arrière. Une fois que c'est intégré, c'est intégré. Malheureusement, une politique, qu'elle soit d'élevage ou qu'elle soit de tout type, on s'en aperçoit 10, 15, 20 ans après. La construction génétique chez nos chiens, par exemple, si on axe le malinois, on va dire d'utilisation, qui était sur un triptyque Belgique, Hollande, France pour le travail, parce que c'est un noyau qui regroupe des aptitudes que l'on souhaite. Si on étudie le malinois que sur le RCI et qu'on limite ce chien au RCI
si on élève le Malinois sur le ring et qu'on limite ce chien au ring, etc. Non, il ne faut pas, il ne faut pas travailler comme ça. Les disciplines qui ont une connotation mécanique, hein, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais qui demandent beaucoup d'assurance, beaucoup de, comment dire, de maniabilité, de récitation, de réflexion, etc. chez le chien. C'est une aptitude, il faut la travailler, mais elle ne doit pas être unique. Et votre seuil de sollicitation sur la génétique de votre chien ne doit pas être que là-dessus. Il va falloir anticiper notamment sur l'intelligence et sur l'avenir, parce que vous savez, vous avez des formes politiques qui vont vous imposer quelque chose à un moment donné. Et puis ces mêmes personnalités politiques vont faire autre chose et vont vous laisser avec ça. Sauf que ce qui était valable il y a 15 ans ou 20 ans, c'était plus d'actualité. Il va falloir remettre des choses à jour. Donc, vous savez, ils prennent des décisions comme ça, sans connaître véritablement les races, parce que ce qui est peut-être bon pour le berger belge n'est pas bon pour le berger allemand, ou n'est pas bon pour une autre race. Donc, il faut étudier ça, se réunir, en parler et dire voilà, il faut prendre une décision commune. Et il ne faut pas prendre une décision comme ça parce qu'il y a une race ou quelque chose qui ne va pas ou qui va trop bien. Ce qui nous amène à l'autre question, pourquoi il y a tant de producteurs, on ne peut plus trop appeler ça des éleveurs, hein, quand vous voyez des gens qui chez eux ont 5 ou 6 races, ils se mettent à élever et à produire un peu de tout comme ça. Moi, je n'y crois pas trop à ce genre de formule. Déjà, quand on veut élever une race correctement, et en l'occurrence pour nous, une variété, hein, que ce soit des poils longs ou des poils courts, c'est déjà très, très, très compliqué. Donc, le gars qui se permet d'élever des bichons, des malinois, des bergers allemands, des rottweiler, oula, chapeau camarade, parce que moi je saurais pas faire ça, hein. J'ai déjà eu beaucoup de mal avec des malinois et bien comprendre et bien structurer tout ça. Cela dit, à mon époque, on n'était pas sur les naissances qu'on a aujourd'hui. Et on n'avait pas non plus les demandes qu'on a aujourd'hui. Parce que on vendait. Moi, je me rappelle, je faisais une portée et j'en faisais une autre. Des fois, j'attendais un certain temps parce que à l'époque, nous, ça coûtait cher. Aujourd'hui, les gens vendent bien leurs chiens, tant mieux. Ils ont, euh, ils ont de l'espace. Nous, on vendait surtout nos malinois dans le circuit de la compétition, ou alors, de temps en temps, on avait un agriculteur ou un maraîcher ou quelqu'un qui avait un domaine qui voulait un chien de garde. Mais c'était bien souvent le domaine de la compétition et on se retrouvait avec des chiens. Moi, une voiture est passée, on se retrouvait avec des chiens, surtout pour la France, euh, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la Hollande. Voilà, ça restait un petit peu comme ça. Aujourd'hui, je vois des éleveurs qui vendent des chiens aux États-Unis, au Mexique, en Chine, au Japon. Voilà, bon, il y a une forte demande, une espèce de libéralisme. Bon, après, tant mieux, hein, si les gens arrivent à gagner leur vie comme ça, c'est aussi bien qu'ils vivent de leur passion. On pourrait dire la même chose au niveau des éducateurs. Les éducateurs, nous, on était dans les clubs, voilà, pour que le club gagne un peu d'argent pour pouvoir organiser des concours. Ben, c'était les gars de l'équipe Ring qui faisaient de l'éducation. Alors les gars, bah, ils venaient le dimanche matin ou le samedi matin, et puis ils faisaient de l'éducation pour les chiens de Monsieur Tout le Monde. Et puis voilà, on s'en sortait comme ça. Aujourd'hui, il y a des professionnels, tout ça c'est super bien encadré. Bon, tant mieux si les gens arrivent à vivre de leur passion. Alors voilà, tout ça s'est démocratisé, ça s'est étendu. On a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de Malinois de lignée dite travail, parce que bon, il y en a certains, quand on regarde et qu'on étudie ça, on voit que depuis la troisième, quatrième génération, ils n'ont pas travaillé. Alors,
Est-ce que ce sont toujours des Malinois d'utilisation, des Malinois qui ont la lignée travail mais qui ne travaillent pas? Je sais pas. Et puis, personnellement, je trouve que certains vont trop loin. J'ai vu des Malinois dormir dans des lits, manger à table, des trucs hallucinants, quoi. Nous, de notre temps, on n'aurait jamais fait ça. Et le pire de l'histoire, c'est que comment dire, en embourgeoisant le chien comme ça, vous le fragilisez énormément. Et ça, c'est pareil. Après, quand on va se retrouver avec des tas de problèmes de tard ou de maladies bizarres, il ne faudra pas non plus trop s'étonner pourquoi le chien est devenu fragile, pourquoi un Malinois. Quand on connaît l'historique et quand on connaît le travail qui a été fait, c'est surtout pas un chien qui est fait pour vivre à 20-22 degrés de température, si c'est pas plus. Hein. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça, et il faut gérer tout ça. Et je me rappelle d'une époque où on gérait 2500 naissances de Malinois, on arrivait à 4000 naissances de bergers belges hein, en France, 5000 naissances de bergers belges. Aujourd'hui, c'est le double, etc. Donc on ne gère pas du tout ça de la même façon. Et il faut faire très attention justement à bien éduquer les futurs propriétaires. Moi, je pense que tout est là. Dès le départ, il faut éduquer une personne et lui expliquer progressivement les choses. Connaître un minimum l'historique, faire attention au suivi de sa lignée, aller voir des éleveurs, ne pas se contenter d'un, mais aller en voir plusieurs. Faire attention à tout ça. Je pense que c'est quelque chose de très important. Ne pas... Je me rappelle d'une anecdote. Hein, il y a un jeune homme, un jour, il m'appelle, il me dit, oh là là, j'étais dans un élevage à tel endroit, voilà, un élevage multiracial, hein, dans un tel endroit, oh là là, les chiens n'étaient pas dans des circonstances pas nettes, machin. D'ailleurs, je crois que cet élevage a fermé depuis. Et etc. etc. Il me dit, j'avais commandé un chiot là-bas, et il s'avère que le chiot, il est malade. Bah, je dis, mais vous aviez commandé un chiot, pourquoi vous l'avez acheté si vous avez vu qu'il était dans un système comme ça, pas très propre, etc. Ah, il m'a dit, je l'ai acheté pour faire plaisir à mon fils. Voilà, donc moi, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il faut quand même responsabiliser les éleveurs. Si le gars, il fait pas son boulot, il faut pas lui acheter de chien. Il faut dire non, voilà, monsieur, moi je suis désolé, dans les circonstances que je note là chez vous, non, non, c'est pas du tout ça que je recherche, moi. Hein. Je veux pas je veux un chien en bonne santé et je ne veux pas me retrouver avec un chien malade plus tard ou etc. Quoi. Ça, attention, il faut faire attention, très très attention à ça. Hein. Alors oui, à chaque problème, sa solution, il faut réfléchir tous ensemble et je pense que d'avoir un comité très fort au niveau du club du berger belge et chez nous, nous avons cette chance déjà, premièrement, de bien nous entendre tous. Ensuite, on a quand même une parité, on a vraiment des pointures en ce qui concerne le chien d'exposition, une pointure en ce qui concerne le chien de travail, des gens qui communiquent et qui se parlent, tous de très bons cynophiles. Et puis on arrive à renouveler justement ce comité pour conserver ça, parce que bon, on a des personnes qui vont peut-être pas rester ad vitam aeternam. Moi, je vais vous parler simplement de moi. Ça fait longtemps que je suis au club. Hein. Je vais sans doute pas y rester toute ma vie. Hein. Un jour ou l'autre, il va falloir me remplacer. Donc, il va falloir trouver quand même quelqu'un qui maîtrise bien les lignes de travail, qui a des connaissances historiques, etc. C'est pas toujours simple de trouver cette personne. Des gens compétents, il y en a. Hein. C'est pas la question, mais trouver des gens compétents qui veulent s'investir dans un club, ça c'est différent. Et puis, je pense à mon collègue Mario Pessel, hein, qui lui aussi, ça fait un moment qu'il est dans le comité et dans la commission d'utilisation. Puis, il faut aussi laisser un peu la place aux jeunes, que tout le monde puisse s'exprimer. C'est très important. Mais je tenais, je n'ai
j'ai un droit de réserve, hein, je ne peux pas tout dire, mais je vous garantis qu'on s'entend bien et qu'on travaille vraiment dans une seule, dans un seul sens, hein, c'est l'amélioration du berger belge. Là, en ce moment, on fait très attention à tout ce qui est tard, maladie, etc. hein, parce que le taxi, ça a quand même été un problème récurrent. Faut le régler, ça. Hein. C'est des choses qui arrivent comme ça. On ne sait pas trop comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Il faut vraiment faire très, très attention. Après, on fait toujours des projets. Moi, de mon côté, je fais beaucoup de projets sur les confirmations. Je voyais sur la page Facebook des remarques sur la confirmation. À titre personnel, j'ai toujours été clair là-dessus. Pour moi, la confirmation, c'est l'acceptation du chien dans le type. Après qu'il soit un peu grand, un peu petit, c'est pas très grave s'il est, comment dire, harmonieux et qu'il soit dans le type. Euh, Évidemment, la denture complète, etc. Tout ce qui intègre le standard. La confirmation actée, pour moi, le droit de reproduire vient avec un dossier supplémentaire de santé. Je pense que les deux doivent être impérativement liés aujourd'hui. Voilà, ça c'est que mon avis personnel. Je pense qu'un chien d'un bon type, qui n'a pas une santé vraiment justifiée, c'est-à-dire radio des hanches, radio des coudes, euh, euh, faire déceler la taxi correctement, etc. De tout bien mettre en place pour être certain que le chien soit un reproducteur. Nous, et pareil pour les chiennes. Hein. Et je vois sur certains collègues en Belgique, ils font très attention à ça. Et ils ont raison. Ça, j'en suis tout à fait sûr et certain. On a aussi d'autres projets, pourquoi pas améliorer un peu le TAN, que je trouve un peu souple pour nos bergers belges. On peut toujours améliorer les choses, le tout c'est de proposer. Et ensuite, on a un comité qui vote les propositions. C'est une bonne chose parce que c'est démocratique. Et puis, on a la chance d'avoir une présidente exceptionnelle. Hein. Et ça, déjà, quand on a dans un comité une personne cynophile qui connaît aussi bien les expositions que le domaine du travail, croyez-moi, c'est fantastique. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de clubs de race qui n'ont pas eu cette chance, où il y avait vraiment en plus une effervescence. J'ai connu le club du berger allemand à la grande époque du berger allemand, c'était un club très puissant. Hein. Le club du Beauceron, c'était, attention, hein, il y avait des clubs qui étaient très forts. Nous, aujourd'hui, au berger belge, on est cité comme un club très intéressant et salué beaucoup par les personnes qui viennent visiter notre national d'élevage. Ils sont toujours stupéfaits par le travail qui est par l'organisation déjà et par la réception et par tout ce qu'on a mis en place depuis des années. Hein. Ça s'est pas fait comme ça. Hein. Trouver le site, etc. Ça a été un super boulot. On est très très content de ça parce qu'aujourd'hui on a le mérite d'avoir fait tout ça et je trouve que c'est déjà très bien et il faudra que les prochaines générations s'investissent avec la même passion qu'on avait et qu'on a toujours. Alors, que peut faire le club sur une catégorisation ça, je ne sais pas parce que, si vous voulez, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça dépend déjà du gouvernement. Est-ce que le gouvernement ne met pas quelque chose en place en écoutant personne? Ça, malheureusement, ça s'est déjà vu. Hein. Vous savez, en 98, on n'avait pas beaucoup, beaucoup la parole. Hein. Vous savez, c'est compliqué. Alors, si vous avez un gouvernement qui est juste et qui, attendez, avant de faire quelque chose qui pourrait compromettre euh, une race ou une variété, vous allez me convoquer les présidents du club du berger allemand, du berger belge, du berger de Beauce, enfin les bergers français, etc. Vous allez me convoquer avec deux personnes, un spécialiste, on va dire, du travail et
et un spécialiste des expos, vous allez me convoquer tout ça et on va questionner ces gens-là pour savoir dans quelle direction on va. Si vous avez un gouvernement qui réfléchit comme ça, tant mieux. Si vous avez un règlement, si vous avez un gouvernement qui va afficher un règlement en disant voilà c'est comme ça puis c'est pas autrement, je sais pas trop comment ça peut se passer parce que je vous dis, puis alors les théories, moi je me rappelle de cette fameuse loi où il y avait des gens qui avaient des pitbulls, si je me souviens bien, et puis qui faisaient des idiots avec leurs chiens. On a dit oh là là, mais c'est des chiens mordants, des chiens d'attaque, des chiens de défense, des chiens de oh là, ils ont tout mélangé. Si bien qu'à un moment on s'est dit oula, ça chauffe pour les disciplines quoi. Hein. Donc il faut être prudent et se dire que nous, dans le comité, il faut qu'on soit à l'écoute de tout ça et se dire attendez, avant de faire quelque chose, entendez-nous d'abord, quoi. Et j'espère que ça sera fait, mais vous savez, là encore une fois, c'est une histoire vraiment de nos élites. Hein. Sur ce sujet, je me rappelle d'une anecdote. Euh, ça remonte peut-être bien à 20-25 ans de ça. Je me rappelle, je crois que c'était en Allemagne, où une loi n'était pas en faveur du mordant. Il y avait une petite histoire comme ça. C'était un Allemand qui m'avait raconté ça, si ma mémoire est bonne. Et ils se sont retrouvés en grande discussion. Alors, vous savez, il y a des clubs cynophiles assez puissants en Allemagne. Et les gens avaient dit attention, hein, si vous nous empêchez de faire ça et ça, nous on vote contre vous. Hein. Et là, il s'était retrouvé avec, je sais plus, c'était 500 ou 600 000 personnes qui auraient voté contre le gars qui avait mis ce projet de loi. Donc là, vous voyez, quand on a le nombre, on vous écoute. Hein. Donc, il faudrait peut-être fonctionner aussi comme ça en France, je ne sais pas, hein, dans la mesure où on n'a plus trop notre mot à dire maintenant, enfin, je trouve. Donc voilà, pour clôturer notre discussion jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai pas vu de circulaire officiel sur cette histoire de catégorisation, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, et puis surveiller ça comme le lait sur le feu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un petit document inédit, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Allez, à bientôt.